Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être nombreux, ça fait plaisir. Sur ce sujet de l'engagement, on va se parler communication et engagement cet après-midi. Faire de l'engagement un atout de différenciation pour les marques, hein, c'est le sujet du jour. D'abord, merci à nos intervenants qui vont, je vais introduire cette conférence, mais qui vont venir apporter leur témoignage sur la différenciation qui peut être faite, comment on crée de la valeur, hein, comment l'engagement peut être un élément de différenciation. Donc Franck Charnet va venir nous apporter son témoignage. Il représente le groupe Cronenbourg. Il va nous parler de ça tout à l'heure. Et Audrey Luc, qui représente le groupe Panzani. Audrey qui est directrice des affaires publiques et de la communication. Merci à tous les deux d'être là, à nos côtés, aux côtés de LinkUp. Moi, je suis Laetitia Sartoris. Je suis directrice générale associée. Et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Alors, peut-être pour commencer, quelques mots pour vous présenter LinkUp. LinkUp, nous sommes à la fois une agence de conseil sur les sujets de l'engagement, mais aussi une agence spécialisée sur la communication de l'engagement, ce qui est un positionnement un petit peu atypique sur le marché. Nous sommes entreprise à mission. Vous voyez à l'écran la mission que nous portons et nous sommes certifiés B Corp. Alors, quelques mots pour définir ce qu'on fait. On a finalement chez LinkUp 3 dimensions d'accompagnement de nos clients, 3 dimensions qui sont complètement interconnectées. La première, l'engagement, comment on accompagne nos clients à co-construire, à donner de l'ambition à leur démarche RSE. La deuxième, comment on la fait redescendre sur la marque. Et c'est vraiment le sujet de notre propos aujourd'hui, comment l'engagement RSE redescend sur la marque et vient doter la marque d'engagement adapté à ses parties prenantes. Le récit, deuxième pilier fort de l'accompagnement qu'on peut proposer à nos clients. Savoir trouver le ton juste hein, pour parler de l'engagement, c'est parfois une gageure, hein, pas tomber dans le greenwashing. Et justement, comme on maîtrise cette dimension d'engagement, je l'espère, on arrive à trouver cette tonalité plus juste. Et puis le dernier point, c'est la mobilisation qui est clé dans nos métiers. Engager les parties prenantes, que ce soit les consommateurs, on va beaucoup en parler cet après-midi hein, sur les marques, mais que ce soit aussi d'autres publics cibles au sein de l'entreprise, vos collaborateurs, vos clients et d'autres types de parties prenantes, associatives ou autres. Donc voilà un petit peu pour définir qui nous sommes. Alors, quand on parle de différenciation et d'engagement, c'est important de repréciser qu'aujourd'hui, on est face à des nouveaux consommateurs, des consommateurs qui sont à la fois consommateurs, mais aussi citoyens, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que les consommateurs, ils sont de plus en plus que concernés par le changement climatique. C'est plus un sujet, on a mis ce chiffre, 89% d'entre eux pensent que, effectivement, le dérèglement climatique est là. Donc, il n'y a plus de questions là-dessus. C'est plus que ça, c'est aussi un sujet de préoccupation quand on regarde ce deuxième chiffre. Évidemment, le premier sujet de préoccupation des Français, c'est l'inflation, mais derrière, juste derrière, c'est le changement climatique. C'est important. Ce qui est intéressant aussi dans cette slide, c'est que bien sûr, concernés par le changement climatique, mais aussi prêts à l'action. Et ça redonne aussi un peu d'optimisme. Prêts à l'action, ils savent bien que entre leurs mains, entre nos mains, entre les mains des entreprises et des marques, ils attendent que les choses bougent et ils attendent de nous aussi que les choses bougent. Alors justement, quand on est face à ces consommateurs qui ont le pouvoir dans les rayons des supermarchés, quand ils achètent vos produits, d'avoir un acte un peu plus militant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'interrogent, bien sûr, le plaisir, il va toujours être au cœur et au centre de cet acte d'achat, que ce soit pour un produit, que ce soit pour un service. Et ils vont s'interroger de savoir, finalement, comment je minimise mon impact, comment je maximise ma contribution en achetant ce produit. Alors, ça nous amène, nous, gens de marketing, et les marques aussi, à finalement repenser un petit peu la façon dont on approche le marketing. Chez LinkUp, on parle d'un contrat de base qui a changé. Bien sûr, la qualité, le prix, c'est le contrat de base clé. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ils attendent un peu plus de la part des marques. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Quelles sont les conditions de travail des collaborateurs ? Est-ce que cette entreprise, elle partage la même éthique que moi ? Est-ce qu'en achetant ce produit, je vais contribuer à une meilleure rémunération
des agriculteurs ou des partenaires. En tout cas, ce contrat de base, nous on l'appelle le contrat de base augmenté, et il vient nourrir une nouvelle forme de promesse des marques, la promesse augmentée. Et c'est un point qui est assez clé justement dans ce changement un petit peu de paradigme. Alors, comment on crée de la valeur quand on est une marque et autour de son engagement? Nous, on est persuadés de ce constat-là, on est persuadés que l'engagement est clé et peut vraiment apporter une forme de différenciation. Donc, on a essayé pour cette présentation de tirer 3 points clés. Le premier, c'est la nécessité d'avoir une plateforme de marque engagée. On va essayer de vous montrer des exemples pour être clair. Le deuxième, c'est d'essayer de pousser au maximum ses engagements, de faire bouger son secteur. Puis le troisième, c'est d'adresser, d'endosser un combat, d'avoir une utilité sociétale. Et ça aussi, c'est un moyen vraiment de se différencier et de créer de la valeur. Alors rapidement, plateforme de marque engagée. Alors j'ai pris cet exemple d'un client de l'agence qui est Rhum JM. Alors le Rhum JM, qu'est-ce que c'est? C'est un rhum qui vient de Martinique, au pied de la montagne Pelée. Et donc c'est une distillerie qui a énormément investi en matière de développement durable, en matière de RSE. Et l'enjeu était de venir raconter finalement à ses consommateurs et d'en faire un atout de préférence conso. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut packager sa démarche, il faut la rendre communicante. Et nous, chez LinkUp, on a travaillé, et c'est intéressant de travailler, de nommer la démarche, de la signifier, que ce soit pour l'interne et évidemment que ce soit pour ses consommateurs. Alors évidemment, Eden, c'était un formidable nom pour une distillerie au cœur de la forêt, au pied de la montagne Pelée. Mais Eden, ça veut dire engagé pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature. Donc un acronyme plutôt intéressant. On a fait ce travail de structuration des piliers. On ne peut pas tout raconter. On ne peut pas tout raconter à un consommateur. Il faut choisir ses combats, ceux qui vont être les plus pertinents et qui sont là. Là, on a mis quelques exemples. Quand on raconte sa démarche, c'est aussi intéressant d'avoir des thématiques fortes. Et plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer un petit film qui passait sur les réseaux sociaux et qui permettait justement de La montrer particularité de notre petite distillerie, c'est qu'elle est nichée au pied de la montagne Pelée, dans un écrin de verdure tout juste fabuleux, avec une biodiversité incroyable. On a tous conscience que là, on ne fait que passer et qu'il va falloir laisser justement ce qu'on a utilisé, il faut qu'on le laisse dans les meilleures conditions possibles. Et notre responsabilité, c'est de préserver cet écosystème. Donc voilà pour Rhum JM. Un autre exemple, je vais essayer d'être rapide parce que le temps est compté, sur Bell. En effet, un exemple intéressant. Donc, Bell est un groupe qui est très engagé depuis longtemps avec une démarche RSE très complète, en progrès, et qui travaillait sur un point particulier qui était la charte amont laitier et en co-construction avec des partenaires. Donc un sujet, je dirais, très groupe sur la totalité, avec cet impact d'avoir un impact sur la totalité de la chaîne de valeur. Et l'enjeu était de comment traduire au niveau du grand public ce travail de l'amont laitier et arriver à le faire redescendre jusqu'à la marque. On a mis l'exemple de Mini Babybel. Donc il y a eu tout un travail d'identification des engagements clés, parce que vous vous rendez bien compte que la charte amont laitier, elle est extrêmement importante avec des engagements assez techniques. Donc un travail de vulgarisation, un travail de simplification, un travail qui est intéressant parce que résumé à ces points clés directement on pack, et un travail aussi qui a été jusqu'à la copie télé intégré globalement, et je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est intéressant. Direction les Pays de la Loire. C'est d'ici que vient notre bon lait. Et vous voyez cet éleveur? S'il a le sourire, c'est parce que son lait est payé au prix juste toute l'année. Voilà le secret pour devenir un super cheese. Retrouvez tous nos engagements sur ribambelle.com. Et en ce moment, tentez de gagner des week-ends pour découvrir nos pâturages vus du ciel. Donc là, ça montre bien comment le groupe Bell et particulièrement la marque Babybel s'est emparé des sujets RSE pour en faire vraiment un atout de préférence conso sur une marque destinée aux enfants avec un langage adapté aussi à celui des parents. Deuxième point, quand on parle de valorisation, comment on crée de la valeur et comment on essaie de se différencier, c'est vrai que
en tant que marque, vous avez la possibilité de pousser plus loin vos engagements, de faire bouger votre secteur. Et ça, c'est un vrai élément de différenciation, bien sûr, au-delà de la création de valeur. J'ai pris l'exemple d'Aberlour. Aberlour, c'est une marque de whisky premium qui a une stratégie d'engagement depuis plusieurs années très élaborée et qui, l'année dernière, a décidé de passer un cap en matière d'engagement et de le faire connaître à son public, le retrait des canistères. Les canistères, c'est le suremballage des whiskies, et pas que des whiskies d'ailleurs, d'un certain nombre d'alcools premium. Et ce canistère, évidemment, n'était pas recyclable. Et c'était tout l'enjeu, en effet, de le supprimer pour des raisons écologiques. Là, on vous a mis quelques chiffres pour montrer, en effet, la diminution de l'impact qui était réalisé. Un très gros risque pour l'entreprise qui est derrière, parce que le canistère, ce suremballage, c'est à la fois le signe premium d'un whisky de grande qualité, et c'est aussi les codes du marché. Quand on offre un cadeau, on est content de l'avoir dans un emballage. Donc, le groupe Pernod Ricard qui est derrière a pris un risque assez important, qui était un risque assumé pour des raisons d'engagement et pour des raisons d'écologie. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Et c'est là où la différenciation et la valorisation, elle est importante. Intégrer les consommateurs. Évidemment, pour faire passer un tel acte, on a besoin d'avoir les consommateurs aux côtés de cette marque. On a besoin de les intégrer. C'est ce qu'on a fait dans la campagne de communication. Vous voyez juste là en bas l'annonce presse. Sans étui, on agit. Évidemment, on a besoin du consommateur qui, par son geste militant, va aider en effet la marque. Elle a un certain nombre de choses à faire, mais elle a aussi, pour le coup, besoin des consommateurs en ce sens. Et puis, pour terminer cette présentation, faire endosser à la marque, faire porter à la marque un combat, un grand engagement pour maximiser sa contribution, pour avoir un rôle positif sur la société, c'est aussi un moyen de se différencier quand on est une marque engagée. On a pris l'exemple de Kiri, là aussi du marque du groupe Bell. Le groupe Bell a un partenariat avec WWF depuis de nombreuses années. Ils avaient décidé d'activer ce partenariat. Bell cherchait à activer ce partenariat sur une des marques. Là, l'enjeu, ça a été de trouver la convergence entre WWF et globalement la mission du WWF, protéger les espèces, notamment en voie de disparition, mais pas que, et puis la mission de la marque, son ADN, ses valeurs. Et finalement, on a trouvé une convergence, ils ont trouvé une convergence autour de ce combat, s'engager pour faire découvrir aux enfants la protection de la biodiversité et notamment ces petites bêtes qui finalement font aussi peur aux enfants, donc il y avait toute une vocation pédagogique. Voilà un beau moyen d'avoir un combat différenciant. Et pour conclure, donc voilà, chez Link Up, nous on est persuadés que la promesse de marque, elle peut devenir augmentée par les engagements, par vos engagements. Alors évidemment, toutes les marques ne sont pas au même niveau de maturité. Une stratégie de marque engagée, ça se construit dans le temps. On verra des exemples tout à l'heure. C'est un travail de longue haleine, hein, le pas de temps est long. Mais en tout cas, il y a cette étape et cette première étape importante de solidifier sa stratégie d'engagement, repenser son contrat de base, repenser sa façon de voir les choses, son offre, pousser plus loin ses engagements, essayer d'avoir un impact sur la norme, faire changer la norme de son secteur. Et puis, quand on le peut, se définir un combat, avoir un impact positif sur la société. Voilà ce qui nous anime chez Link Up. Merci de votre attention. Franck va maintenant nous donner un éclairage très concret de ce qui se passe au sein du groupe Cronenbourg, au sein des marques qui en font partie. Merci Franck. Merci Laetitia, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux cet après-midi. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Franck Charnet et j'ai écrit sur cette première diapo « Agir pour demain ». Agir pour demain, c'est notre plateforme RSE et je vais le développer plus tard, mais c'est aussi ma motivation personnelle. C'est pour ça que je suis là cet après-midi. Donc, j'ai un parcours qui n'est pas du tout un parcours de développement durable. Ça fait plus de 30 ans que je travaille pour la brasserie Cronenbourg. Ça, c'est peut-être un exemple de développement durable, je ne sais pas.
Cette société m'a donné l'occasion de faire plein de jobs différents. J'ai commencé par faire du développement packaging, j'ai été responsable de maintenance, responsable de prod, j'ai fait de la gestion de projet d'inno, j'ai été pendant 10 ans à la tête d'une bonne partie de la supply. Mon job, c'était de mettre à disposition des produits et de piloter la prod pour obtenir un bon taux de service. Et quand on a un job comme ça, on le lâche pour un job tout aussi passionnant. Et moi, ce que je voulais faire après, le challenge que je voulais relever, c'était du développement durable. L'opportunité s'est présentée, je suis là devant vous cet après-midi. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des projets. C'est de faire avancer les choses, c'est d'avoir des réalisations concrètes, et c'est d'influencer ma direction générale pour qu'on aille plus vite et plus loin dans le domaine du développement durable, et que ce soit un point qui soit parfaitement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Autre exemple de développement durable, c'est la brasserie. Donc la brasserie est née en 1664. Il n'y a pas de hasard. Donc en Alsace, la brasserie du Canon est toujours debout. C'est là où Géromat a enfuté ses premières bières. On a eu quelques déménagements en Alsace. Donc en 1850, on a déménagé à Cronenbourg avec un C. C'est un quartier de Strasbourg. Et en le germanisant, ça a donné la marque Cronenbourg. Et nous sommes depuis 1969 implantés avec une très grosse brasserie à Aubernais. C'est une brasserie qui fait 6 millions d'hectos, c'est 25% de la production française. Et ça permet aussi de mener tout un tas d'actions en termes de développement durable. Si on regarde sur les dernières années, enfin 50 ans quand même, jusqu'en 1970, Cronenbourg, c'était la propriété de la famille Hatt, famille fondatrice. En 1970, on est passé dans le giron de BSN Emballage. Les plus anciens, comme moi, se rappelleront d'Antoine Ribou. Moi, j'ai commencé ma carrière chez BSN Emballage, en fait, avant d'être chez Cronenbourg. Et Antoine Ribou, et vous connaissez sans doute son double projet économique et social. Il ne l'avait pas exprimé à l'époque, mais il y avait aussi le troisième pilier environnemental. Donc Antoine Ribou était sans doute un des précurseurs du développement durable en son temps. Parenthèse, Scottish & Newcastle de 2000 à 2008, et depuis 2008, nous faisons partie du groupe Carlsberg. Carlsberg, c'est le 3e groupe brassicole mondial, c'est un groupe danois. Et là, nous avons une gestion beaucoup plus centralisée, intégrée, et donc nous sommes la filiale française du groupe Carlsberg. Point à signaler quand même, c'est qu'on a la confiance de ces actionnaires danois et ils ont implanté un centre de R&D à Aubernais. Donc c'est un signe fort de leur ancrage en Alsace. Notre portefeuille de marques, je ne sais pas si vous les connaissez toutes. Nous avons un portefeuille historique, donc ce sont les marques sur le haut de la diapo. Ce portefeuille historique, ce sont nos marques propres. Et on voit maintenant le développement aussi de bières sans alcool. Et on a depuis quelques années une stratégie de partenariat. Donc ce n'est pas une stratégie d'acquisition, c'est une stratégie de partenariat, soit avec des bières régionales, soit avec des brasseries internationales, pour intégrer ces marques à notre portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. On leur donne accès à notre marché, à notre force de vente et à notre réseau. Et inversement, nous, ça nous permet de proposer à nos clients et à nos consommateurs une gamme beaucoup plus large qui correspond à la demande du marché aujourd'hui. En termes de développement durable, donc les objectifs sont donnés par le groupe Carlsberg. Vous les voyez ici, ils se matérialisent par un plan qui s'appelle Together Towards Zero and Beyond. Donc c'est matérialisé par 6 zéros. Le premier, donc, c'est le zéro empreinte carbone. Celui-là, il est sans doute le plus structurant et il fait l'objet d'un engagement auprès de SBTi. Donc tout le monde connaît SBTi. Donc celui-là, il en fait partie. Nous avons pour objectif, mais comme la plupart des industriels, donc de décarboner notre outil de production, donc la brasserie pour 2030, de réduire en 2030 notre empreinte carbone de 30% par rapport à 2015. Et là, je ne l'ai pas écrit, mais en 2040, on veut que l'ensemble de notre chaîne de valeur soit en net zéro carbone. Juste, j'en profite pour vous poser une petite question. Alors même si ce matin, la réponse a été donnée, est-ce que vous avez une idée
en brasserie de ce qui pèse le plus dans l'empreinte carbone. Je vous ai dit qu'on avait une énorme brasserie, 6 millions d'hectares, 70 hectares. C'est juste un truc monstrueux. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Alors vous n'avez pas bien écouté pour ceux qui étaient à la conférence donnée ce matin. Et je ne sais pas, peut-être que la bonne réponse a été donnée. Exactement, c'est le vert. Bravo. D'ailleurs, vous avez la bonne couleur. Donc en fait, 59% de notre empreinte carbone, c'est le packaging dans son ensemble, avec une partie prépondérante pour le verre d'emballage. On a ce site particulier en France qu'on a beaucoup de petites bouteilles à usage unique. Donc forcément, ça pèse énormément. Et après, le deuxième poste, c'est l'agriculture. On va y revenir avec 17%. Sur les autres objectifs, nous avons le zéro empreinte agricole. Donc là, je vais développer. Le zéro déchet d'emballage. Il y a énormément d'activités réglementaires avec les lois GEC, avec les PPWR européennes qui peuvent impacter significativement notre marché en imposant des taux de recyclage, des taux de réemploi. Donc là, il y a vraiment une actualité qui est prégnante pour nous et qui peut être très, très, très structurante. Tout à l'heure, dans ma question, certains ont répondu l'eau. Oui, forcément, l'eau est un élément très important en brasserie. Aujourd'hui, toutes les brasseries matures ont besoin de pomper entre 3 et 4 litres d'eau pour soutirer 1 litre de bière. Alors, je vous rassure, la différence entre les deux, en tout cas chez nous, elle est traitée et elle est rendue propre à la nature. Mais n'empêche qu'il faut quand même pomper entre 3 et 4 litres. Nous avons des actions aussi en termes de consommation responsable d'alcool, donc action sociétale. Et puis le dernier point, c'est plutôt à destination de nos salariés sur une politique zéro accident. Donc là, vous avez vu les objectifs du groupe qui sont déclinés pour nous. Nous avons élaboré, avec l'aide de LinkUp, notre programme RSE. Et notre programme RSE, c'est notre plan d'action, en fait. C'est l'ensemble des actions concrètes qui vont permettre d'atteindre nos objectifs. On l'a appelé Agir pour demain. Donc là, c'est quelque chose que l'on démarre en termes aussi de communication. Donc plan d'action, mais aussi plateforme de communication. On va développer 2 types d'actions, des actions responsables, c'est toute la gestion de l'énergie, du CO2, de l'eau, etc. Mais aussi des actions contributrices. Donc je vais en développer une en termes d'agriculture après, mais aussi c'est des actions à travers notre fondation d'entreprise avec du développement de liens sociaux. Alors, agir pour demain, c'est agir sur 3 axes. C'est pour nos ressources. Donc là, vous l'avez compris, dans toute notre chaîne de valeur, on met en jeu énormément de ressources. Donc les matières premières, les packaging. Notre brasserie a besoin d'énergie, a besoin d'eau. Donc là, on a, mais historiquement, déjà beaucoup d'actions pour réduire notre empreinte et nos consommations. Pour nos collaborateurs, ça adresse principalement les enjeux de sécurité au travail et de qualité de vie au travail. Et enfin, pour la société, je vous en ai parlé, on a des actions en termes de promotion de consommation modérée d'alcool et en termes de lien social avec Wanted Café et 1000 Cafés. J'en viens à mon dernier slide. Déjà, mais à celui... Je le pose. Il n'y arrivera plus rien de fâcheux. Donc là, je vais essayer d'illustrer le thème de cet après-midi, donc faire de l'engagement un atout de différenciation pour la marque. On a lancé, avec l'aide de Soufflet InVivo, un partenariat qui nous permet de lancer la première filière d'orge responsable tracée en France. Donc on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui avait une expertise que nous n'avions pas, et on a pu co-construire un cahier des charges et donc un programme que je vais vous décrire maintenant. Alors, le responsable,
il s'appuie sur les piliers de l'agriculture régénérative ou l'agriculture de conservation des sols, dont vous avez déjà peut-être entendu parler soit ce matin, soit dans votre vie professionnelle. Donc globalement, on est autour de la rotation des cultures, on est autour de la couverture permanente des sols, la diminution des intrants chimiques, de la juste dose d'intrants, et puis aussi de la mise en place d'arbres, de nichoirs, de perchoirs. Donc là, on est sur les pratiques qui sont reconnues quand on parle d'agriculture responsable, durable, régénérative, etc. Les bénéfices que l'on cherche, donc c'est ceux que vous avez à gauche, hein, c'est la réduction de l'empreinte carbone, donc on émet moins et on séquestre plus. C'est plus de biodiversité à travers les haies, à travers les nichoirs, les perchoirs, etc. Et puis, on prend part à la transition agroécologique, et ça veut dire qu'on va accepter de financer cette transition en rémunérant davantage les agriculteurs. Donc ça, c'est un point important. Le point a déjà été posé ce matin. Il faut financer cette transition et on ne peut pas laisser prendre le risque aux agriculteurs seuls. Donc ça, c'est pour la partie responsable. On a développé, toujours avec Soufflet, une traçabilité. Donc cette traçabilité, elle se matérialise, la porte d'entrée, c'est un QR code qui se trouve sur l'ensemble de nos packs GMS en magasin depuis fin février 2023. Donc pour ceux que ça intéresse, j'en ai un, vous pourrez le scanner si vous voulez. Donc la porte d'entrée, c'est ce QR code, et ce QR code, avec la date du lot qui est sur le pack que vous avez acheté, précipitez-vous en sortant pour acheter un pack. Donc avec ce QR code et la date du lot, vous connaîtrez tout ce qui s'est passé sur les matières premières qui rentrent dans la composition de votre bouteille de bière. Donc ça part du champ d'orge, avec des témoignages de l'agriculteur, quelles pratiques il développe, pourquoi il fait ça, quelles sont ses motivations. Vous avez ensuite la partie maltage, avec une explication de ce qu'est le maltage. La même chose au brassage et enfin au conditionnement. Donc vous avez des informations, des témoignages, des vidéos. Donc ça rend auprès du consommateur la démarche transparente et crédible. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place, encore une fois, sur les packs depuis fin février en magasin. Et à fin août, nous avons eu 130 000 visites sur le site. Donc on trouve que c'est un score qui est vraiment très intéressant. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que les gens y passent 3 minutes. Donc d'habitude, on va sur un site et on va vite. Là, les gens sont intéressés. Ils ouvrent les vidéos, ils lisent les textes, etc. 3 minutes, c'est long. Donc ça leur permet de vraiment s'informer. Et donc ça rend la démarche pertinente et intéressante. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a choisi pour cette action notre marque principale. 1664, c'est notre premier volume, c'est 25% de nos volumes, c'est 10% du marché français de la bière. Donc ça veut dire qu'on est sur une démarche à impact massive et qui nous engage aussi financièrement. On aurait pu faire une petite action sur une marque ou sur un liquide peu développé. On a choisi de le faire sur notre marque principale. Ça a aussi une logique. 1664 est une marque Origine France Garantie depuis l'origine du label Origine France Garantie. Il y a un ancrage local qui est historique et important, avec le malt. L'orge est cultivée dans la région Grand Est, la malterie est à Strasbourg. Nos bouteilles viennent des Vosges, c'est pas possible de faire plus proche. Et qu'est-ce qui fait la particularité du liquide 1664 une fois qu'on a éliminé le malt? C'est pas l'eau, il ne reste qu'une seule chose. Le houblon. Donc le houblon, notre houblon, celui qui fait la signature aromatique de la 1664, c'est un houblon alsacien. Et donc ça peut être la prochaine étape en termes d'action développement durable, parce qu'on a besoin absolument de pérenniser cette filière houblon alsacienne et qui est indispensable pour la 1664. Donc en 2026, 250 agriculteurs, 5000 hectares, 25 000 tonnes d'orge
pour la C164, et encore une fois, c'est 10% du marché français. Et encore merci au groupe Soufflet InVivo de nous accompagner dans cette démarche. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de notre engagement pour cette marque C164. Encore une fois, je pense que c'était la plus légitime pour porter ce genre de démarche. Et ça en fait cet engagement en fait un véritable atout de différenciation pour C164. Merci. Peut-être juste avant que Audrey vienne nous apporter son témoignage. Merci Franck. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? On gardera un temps de questions-réponses pour la fin de l'intervention. Merci de ce témoignage, Franck. Audrey qui va nous parler de Panzani. Oui, c'est juste ça. Bonjour à tous, enchantée. Donc moi, je suis venue effectivement vous apporter mon témoignage sur le sujet de comment créer de la valeur pour une marque. Donc on va se parler aujourd'hui du cheminement qu'on a fait sur la marque Panzani. C'est un chantier qu'on a démarré il y a un peu plus de 2 ans pour pouvoir en fait structurer les choses et les communiquer. Et c'est réellement cette année qu'on a commencé notre plan de révélation pour communiquer ces engagements à l'ensemble des parties prenantes. Donc on est parti d'un constat. La marque Panzani, tout le monde la connaît. Je pense que tout le monde, j'espère, en a dans son placard. Simplement, on s'est rendu compte que derrière cette belle marque extrêmement connue, on avait souvent un déficit de connaissance de l'entreprise. Et ça fait écho à ce que vous expliquait Laetitia tout à l'heure. Notre contrat de base, c'était une marque connue, présente depuis des années en France, la qualité avec notre blé français, une accessibilité prix qu'on essaie de maintenir, voilà, et notamment par temps de crise, c'est une préoccupation aujourd'hui. Simplement, ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs veulent connaître l'entreprise derrière la marque, ses engagements, et voilà, veulent acheter un peu plus que ce contrat de base. Donc, on a démarré en interne une plongée, si on peut dire, dans les coulisses de l'entreprise pour découvrir ou redécouvrir qui on était et l'ensemble de nos engagements. Donc, Panzani, c'est d'abord une histoire vraie, l'histoire de Jean Panzani qui a fondé la marque en 1950, qui est français d'origine italienne. Et donc, d'où cette confusion qu'on a souvent dans la tête des consommateurs. Est-ce que Panzani est français ou italien ? Donc, c'était l'occasion, en racontant notre histoire, en fait, d'expliquer nos origines et la sonorité italienne de notre nom. On entendait aussi beaucoup Panzani, c'est une multinationale, etc. En fait, non, on est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire de 750 collaborateurs seulement en France. Et finalement, c'est quelque chose qu'il faut valoriser aujourd'hui, puisqu'on est une petite équipe, mais extrêmement engagée et soudée pour faire avancer les choses. On a aussi pris conscience de notre poids et de notre rôle dans la filière blé en France, puisqu'on transforme 75% des volumes de blé dur. Donc on est le premier acteur de la filière, ce qui nous donne un rôle effectivement important à la fois sur la pérennité de cette filière et puis sur sa transformation vers une agriculture plus durable. Et enfin, on a aussi de nombreuses actions, et ça depuis des années, en faveur de la réduction de l'impact environnemental. Simplement, on ne les communiquait pas. Donc, partant de ce constat, on a, comme l'expliquait Laetitia tout à l'heure, fait un travail pour packager la démarche. Donc, ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas tant le quoi que le comment, quelle a été notre approche, parce que je pense que c'est ce qui pourra vous être le plus utile. Donc on a travaillé sous forme de workshop pour définir notre identité, nos valeurs, notre mission et recréer une identité corporate qui porte beaucoup mieux nos engagements à l'ensemble de nos parties prenantes. Donc ça a donné naissance à cette identité que vous avez peut-être découverte cette année. Clin d'œil dans la salle à notre agence Team Créatif qui a travaillé sur le design.
Et donc qui porte cet engagement, bien nourrir sème l'avenir, qui traduit en fait notre engagement à offrir à tous une alimentation responsable pour demain. Une fois cette première étape de nous redonner une identité, on a travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait communiquer notre démarche RSE. Et donc, on l'a aussi baptisée, c'est important pour la rendre mémorisable. C'est comme ça qu'on a dit oui à une alimentation responsable et joyeuse. Donc là, ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'était la volonté d'avoir un nom de démarche qui nous ressemblait. Panzani, c'est avant tout une marque sympathique, une marque du quotidien qui accompagne les consommateurs depuis des années. Donc on avait envie de faire un clin d'œil à ce oui, mais des Panzani, qui est notre signature et qui porte vraiment tout l'optimisme de l'entreprise. Et puis aussi de parler de RSE, mais d'en parler avec une certaine légèreté, si on peut dire, c'est-à-dire d'être plus dans l'accompagnement du consommateur plutôt que dans l'injonction, et de faire des petits pas de plus en plus grands avec lui pour aller vers la transition alimentaire. Donc cette démarche, on l'a ensuite déclinée donc, sur l'ensemble de nos piliers que vous découvrez ici. Donc on retrouve la déclinaison du oui. Donc oui au meilleur pour nos filières, pour l'environnement, dans l'assiette et pour bien vivre ensemble. Donc sans rentrer dans le détail, derrière cette démarche, on a un certain nombre d'engagements forts que nous avons pu partager. Je vais peut-être vous donner un exemple par pilier pour pas monopoliser tout le temps. Donc sur le sujet des filières, on a un engagement fort qui est le blé responsable français, où on aura 100% de nos volumes sous ce cahier des charges d'ici 2025. Derrière le pilier environnement, on a une feuille de route solide qui a été validée donc, par le SBTi sur la réduction de nos émissions et puis un engagement sur la circularité de nos emballages. Sur le sujet du meilleur dans l'assiette, on s'est objectivé 95% de nos produits en Nutri-Score A et B et on y est presque. Merci aux équipes développement. Et enfin, sur le sujet du bien vivre ensemble, on est en plein déploiement d'un programme de sensibilisation RSE auprès de l'ensemble de nos salariés et également d'un programme d'engagement auprès d'associations partenaires pour essayer de rayonner auprès de toutes les parties prenantes. Donc pour terminer, je voulais vous partager le plan de communication qu'on a mis en œuvre donc cette année. Alors d'abord, on a essayé de parler assez globalement de nos engagements à la presse. Donc ça a fait l'objet de voyages de presse. On a emmené des journalistes à la rencontre de nos partenaires agricoles dans les champs, découvrir ce qu'est le blé dur, qu'est-ce que le blé dur par rapport au blé tendre, connaître cette petite filière française, souvent un peu méconnue. Discuter des enjeux, notamment cet enjeu de pérennité, puisque les surfaces agricoles en blé dur diminuent chaque année. Donc c'était l'occasion de mobiliser sur ces enjeux. Et puis on a plus largement organisé un échange avec la presse sur l'ensemble de nos engagements RSE. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu du feedback très positif en fait sur... finalement, on découvre l'entreprise. On croyait connaître Panzani, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, la presse a plutôt relayé nos engagements. Et donc, ça nous a permis de valoriser nos atouts par rapport à notre environnement assez concurrentiel. On anime aussi nos partenaires agricoles sur le terrain. Donc ça, c'est effectivement une partie prenante importante. Il s'agit là aussi de communiquer sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette charte blé responsable français, pourquoi nous rejoindre. Et donc, en ce moment même, il y en a un qui a lieu et on en a plusieurs là sur les prochaines semaines. Et l'idée, c'est de vraiment réussir à convaincre et embarquer le plus grand nombre avec l'objectif d'avoir 3000 agriculteurs partenaires d'ici 2025. Et puis, il y a le consommateur. Donc, on s'en parlait. Pour le consommateur, il faut faire des choix. Tu en parlais, Laetitia, tout à l'heure. Donc là, il ne s'agissait pas de l'arroser de l'ensemble de nos engagements, mais plutôt de choisir ce qui, pour lui, pouvait être un vrai argument de choix
pour ces pâtes. Et donc, le choix était assez évident. On a choisi de mettre en valeur notre démarche sur le blé responsable français, puisque je ne vous apprends rien, les consommateurs veulent manger local et responsable si possible. Donc, c'était assez évident pour nous. Et donc, ça a donné lieu à un plan 360 sur la marque cette année. Donc la refonte de nos packaging avec du coup l'ensemble de nos engagements qui ont été mis en avant, des opérations dans les magasins avec des supports de communication qui mettaient en valeur notre filière avec notre implantation, nos 3 moulins et usines en France, des pubs en télé et digital où on mettait donc en valeur ce blé responsable français. Et puis également des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc là, on a peu de temps pour parler aux consommateurs, quelques secondes pour les accrocher. Donc on a choisi de faire des petits formats courts de quelques secondes en faisant tourner les sujets et ce qui est surtout une invitation à en découvrir plus sur l'entreprise et ensuite une redirection sur notre site web et l'ensemble de nos engagements. Je peux vous passer du coup un petit extrait en guise d'exemple. Voilà, pour conclure, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pu constater très vite des progrès à la fois en termes d'image et de position sur le marché. Donc ça, c'est très positif. Ce qu'on a pu voir, on met en place chaque année un baromètre d'image sur la marque. C'est que cette année, on a vraiment progressé sur la connaissance de la marque, de son origine française en tant que site de fabrication, mais aussi de l'origine de son blé, et également sur l'évaluation en tant que marque engagée. Donc qualitativement, on a vraiment progressé dans la tête des consommateurs et quantitativement, on réussit, si je peux dire, l'exploit cette année de maintenir notre part de marché en tant que leader dans un contexte que vous connaissez tous complexe, avec une forte montée des marques de distributeurs. Voilà, et quand nos concurrents ont des difficultés aussi pour se maintenir. Donc en conclusion, tout ce qu'on peut communiquer aux consommateurs à condition de choisir des arguments pertinents va venir, je pense, créer de la valeur pour votre marque et va permettre aussi de continuer à mettre en valeur tout le travail qu'on fait derrière nos produits. Et je reste à disposition pour les questions. Merci Audrey pour ce témoignage. Merci à tous les deux. La parole est à vous si vous avez des questions. Oui. Bonjour, merci de ces deux témoignages qui montrent que les marques sont à l'action pour communiquer sur ce qu'elles font de bien. Donc j'avais deux questions. Qu'est-ce que vous faites en termes de communication sur ce qui reste à faire ? Est-ce que vous parlez que de ce qui va bien ou est-ce que vous mettez aussi sur la table là où il y a des marges de progrès ? Donc à vous deux. Et puis l'autre question plus spécifiquement sur ce label. Comment vous l'appelez le filière ? C'est une filière, c'est un label Voilà, et donc je me demandais quel était le cahier des charges et à quel point il était partagé par plusieurs acteurs ou voilà, quelle différence vous faisiez entre quelque chose qui serait détenu par Panzani et quelque chose qui aurait vocation à inspirer la filière et avec quel niveau de contrainte par rapport à l'agriculture raisonnée dont on sait que le cahier des charges pêche un peu. Vous m'entendez ? Alors, merci pour ces questions. Concernant la première question, oui, on essaie de donner un maximum de transparence sur nos engagements. Notamment, voilà, quand on parle aux médias, il faut être préparé en fait, à répondre à tout type de questions.
Donc voilà, on a choisi d'adopter une posture plutôt humble, de mettre en valeur ce qu'on fait de bien et puis de répondre sur de potentielles difficultés sur d'autres sujets. Voilà, donc je pense que c'est mieux comme ça, plutôt que de cacher des choses. Il faut plutôt assumer, montrer qu'on est dans une démarche de progrès. Et sur le second point, donc le cahier des charges blé responsable français, on l'a construit avec nos partenaires agricoles. Donc ça a vraiment été une démarche de co-construction avec le cabinet AgroSolutions également, qui est expert du sujet, donc pour identifier les enjeux et l'ensemble des pratiques qu'on voulait mettre en œuvre. Donc ça fait l'objet d'un cahier des charges un peu long que je ne vais pas pouvoir détailler ici, mais qui adresse vraiment tous les enjeux de la filière. Et surtout, on est en cours de certification SAI pour pouvoir aussi apporter de la solidité dans la démarche qu'on a proposée. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est spécifique à Panzani. Après, comme on transforme 75% du blé dur français, voilà, c'est une démarche vraiment d'envergure. Je crois qu'il y a peu de filières qui arrivent à embarquer autant d'acteurs d'un coup. Donc on commence par ça avec nos partenaires, mais pourquoi pas faire bouger toute la filière demain. Pour répondre aux mêmes questions, on a un cahier des charges spécifique donc agréé avec notre partenaire Soufflet Vivo. Pour autant, on s'appuie sur la NFV 30001 pour les spécialistes et la HVE niveau 2. Et c'est certifié par un organisme tiers. Et en termes de communication, on est en train de finaliser un plan de com. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est habitué à maîtriser notre communication dans le domaine de l'alcool, puisqu'on est extrêmement contraint. Donc on fait de la même manière très très attention à nos allégations quand on parle d'environnement. Peut-être pour compléter sur la partie communication, nous c'est vrai que chez LinkUp, on encourage nos clients. C'est difficile de faire ce qui a été fait par Cronenbourg, par Panzani. C'est un travail de longue haleine, c'est très long d'arriver à faire bouger des filières comme ça. Évidemment, communiquer, ça permet aussi de réinjecter, je dirais, dans la machine, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez communiquer, plus vous allez donner de la visibilité à l'engagement. Donc évidemment, ce n'est pas communiquer pour communiquer, c'est communiquer et être juste, être sincère et expliquer aussi les difficultés. Et nous, on pousse beaucoup nos clients à communiquer, à dire que le chemin n'est pas terminé, qu'ils sont dans une démarche de progrès, mais à adopter cette posture de sincérité vis-à-vis de consommateurs qui, aujourd'hui, je crois, sont plus matures pour comprendre ça. On arrive au bout, à moins qu'il y ait une dernière question, mais c'est vrai qu'on a un petit contrat de 3 quarts d'heure. Merci à vous, merci de votre présence. Et merci aux intervenants. Hop. Oula, je vais récupérer ça. Je sais pas comment enlever ça. Je sais pas comment l'enlever.